On va passer maintenant aux observateurs et aux contrôleurs. Donc il y a des contrôleurs et des observateurs qui vont pouvoir observer en fait le déroulement du scrutin. Alors les observateurs, ce sont des gens qui sont mandatés par une organisation, une association ou une institution pour observer le déroulement du processus électoral. Donc comme leur nom l'indique, ils sont simplement observateurs. Ils n'ont pas de pouvoir de contrôle, ils doivent simplement faire un rapport à l'organisation pour laquelle ils ont observé le scrutin. Donc ils n'ont pas de pouvoir, ils ne peuvent pas intervenir, ils ont simplement un pouvoir de constatation. Donc, constater et transmettre un rapport qui fait état de leur constatation à l'organe qui les a mandatés pour ce faire. Les contrôleurs, c'est autre chose. Donc, les contrôleurs, ce sont des délégués, en fait, des représentants qui sont nommés par les listes ou les partis qui sont candidats. Donc, ils sont accrédités, certes, de la même manière que les observateurs par l'ISI, mais eux, ils ont des pouvoirs qui sont un peu différents, puisqu'ils ont le pouvoir de contrôle des opérations électorales. Donc, s'ils constatent une anomalie ou une irrégularité dans le déroulement du scrutin, ils ont le pouvoir de la faire consigner dans un mémoire qui sera obligatoirement annexé au procès-verbal de vote. Donc le procès-verbal de vote, c'est le document que remplit le président du bureau de vote à la fin du scrutin et qu'il transmet donc au bureau centralisateur avec la transmission des résultats. Et donc toutes les constatations des contrôleurs qui souhaiteront consigner leurs observations seront annexées au PV. Donc c'est un pouvoir de contrôle important et qui peut servir de base après pour contester le scrutin. Donc à la différence des observateurs, les contrôleurs peuvent... les constatations des contrôleurs, elles ont un impact direct sur le déroulement, sur la validation du scrutin. Alors, juste une petite précision, donc l'exercice du droit de vote, se fait de manière personnelle et individuelle, donc le vote par procuration est interdit par la loi. Maintenant, on va passer aux litiges qui surviennent durant le déroulement des opérations électorales. Donc le litige principal, en tout cas auquel on s'attend, c'est bien évidemment de voir arriver une personne qui a un récépissé attestant qu'elle s'est inscrite sur les listes électorales et ne trouvant pas son nom. Donc il faut savoir que les membres du bureau de vote, ils ont un pouvoir particulier, ils ont à la fois des pouvoirs de police dans l'enceinte même du bureau de vote, donc de maintien de l'ordre, etc. Et ils ont aussi un pouvoir juridictionnel, entre guillemets, puisque ce sont les membres du bureau qui doivent statuer sur tout litige qui survient durant les opérations électorales. Et donc tout litige doit être consigné dans le fameux PV qui sera dressé à la fin, et la décision qui aura été prise aussi. Donc si par exemple les membres du bureau de vote décident qu'une personne qui présente un récépissé a le droit de voter, eh bien ce sera consigné dans le PV quand bien même la personne ne figurerait pas sur la liste électorale. Voilà. Juste pour revenir au pouvoir en matière de police, le président du bureau de vote il peut suspendre le déroulement du scrutin si les conditions ne sont plus réunies pour qu'il se déroule dans des conditions d'intégrité, de transparence. Si par exemple il y a des gens qui manifestent de manière un peu, on va dire un peu bruyante, un peu envahissante, et que finalement ça perturbe le bon déroulement des élections, le président peut suspendre les opérations électorales jusqu'à ce que les choses se calment. Il peut également ordonner l'exclusion du bureau de vote de tout électeur qui viendrait perturber le déroulement du scrutin. Pour éviter justement des débordements, la loi impose que les électeurs doivent quitter le bureau de vote immédiatement après avoir voté. Donc pas d'attroupement, pas de discussion et pas aucune délibération, et pas de délibération d'aucune sorte en fait à l'intérieur du bureau. Lorsque l'électeur se présente dans le bureau, il doit présenter donc une carte d'identité tunisienne ou un passeport. Et là, il est procédé à une vérification complète de son identité et de sa qualité d'électeur. Donc on vérifie qu'il est bien inscrit sur les listes électorales. L'électeur doit alors prendre un bulletin, qui sera soit un bulletin de vote unique, soit
Alors, il y a une divergence là-dessus, puisque la loi imposait que ce soit un bulletin de vote unique et imposait à l'électeur de cocher en face du symbole ou du nom de la liste pour laquelle il souhaitait voter. Sauf que face au nombre de candidatures, et pas seulement dans la circonscription de France 1, mais même en Tunisie, on a des circonscriptions avec 90 candidats. Il est un peu compliqué de mettre toutes ces listes sur un seul et même bulletin de vote. Et donc l'ISI est en train de réfléchir à un système, donc ce sera soit un bulletin de vote unique, soit un bulletin par liste. Et donc là, ça pose la question, effectivement, des moyens mis en place pour garantir, bien évidemment, qu'il n'y ait pas de fraude, pour garantir que tous les bulletins soient sur la table, etc. Mais c'est aussi à ça que servent les contrôleurs et les observateurs. La qualité des lecteurs. Alors, les conditions pour pouvoir exercer le droit de vote sont les suivantes. Il faut d'abord, bien sûr, posséder la nationalité tunisienne et pouvoir en justifier. Il faut également avoir atteint l'âge de 18 ans le jour qui précède le scrutin. Donc les citoyens mineurs qui deviennent majeurs, par exemple le 20 octobre, ne pourront pas voter. Il faut également jouir de ses droits civils et politiques, donc ne pas avoir été condamné, par exemple, dans une affaire de mœurs pour laquelle la déchéance des droits civils a été prononcée. Également, il ne faut pas avoir été condamné à plus de 6 mois d'emprisonnement ferme dans une affaire de mœurs. Et il y a également des personnes qui ne peuvent pas voter de par la profession qu'elles exercent, comme par exemple les militaires ou les membres des forces de sécurité, ou les personnes dont les biens ont été confisqués après la Révolution. Donc ces personnes sont exclues du droit de vote et ne pourront pas voter, en tout cas pour les élections à l'Assemblée nationale constituante. Alors, pour pouvoir exercer le droit de vote à l'étranger, eh bien, il y a 2 conditions qui sont requises. Donc il faut s'inscrire sur les listes électorales. Donc ne pourront voter que les personnes qui sont inscrites sur les listes électorales. Et le jour du vote, il faut présenter sa carte d'identité nationale ou son passeport. Voilà, la carte consulaire ne permet pas de voter. Alors, les listes électorales. Donc, juste pour faire un point, il est possible de s'inscrire sur les listes électorales jusqu'au 30 septembre. Donc, par internet, par téléphone, sur place, etc. Normalement, la démarche d'inscription sur la liste électorale est une démarche personnelle, mais par faveur, là encore, pour les citoyens qui résident à l'étranger, il est possible d'inscrire quelqu'un en présentant sa pièce d'identité. Donc l'original de la pièce d'identité, et donc ça c'est tout à fait admis par le GRI, et donc des personnes peuvent être inscrites par ce biais. Donc c'est une sorte de procuration, même si normalement il n'y a pas de procuration, aussi bien pour le vote que pour les inscriptions, il n'y a pas de procuration, mais étant donné les circonstances et l'éloignement de certaines localités dans lesquelles il y a des citoyens tunisiens, c'est une possibilité qui est envisagée. Donc pour s'inscrire, il faut présenter soit sa carte d'identité, soit son passeport tunisien, soit sa carte consulaire. Il faut déclarer une adresse en France. Et alors pour toutes les personnes qui ne seront pas inscrites, il y a 2 questions. Il y a tout d'abord, la loi impose aux consulats et aux ambassades à l'étranger d'actualiser la liste électorale en fonction des fichiers qu'elles ont des Tunisiens qui résident à l'étranger. Donc, ici, c'est le fichier des cartes consulaires. Donc, c'est vraiment le travail des consulats et des ambassades qui doivent effectuer un tri, essayer d'épurer un petit peu la liste qu'ils ont. Donc, ces gens qui sont préinscrits, puisqu'ils disposent d'une carte consulaire, puisqu'ils sont inscrits auprès des consulats, ils seront ajoutés à la liste électorale, même s'ils n'ont pas fait la démarche d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Alors, il y a effectivement une autre question. Je ne sais pas si vous êtes au courant des difficultés qu'on a pu rencontrer pour inscrire les gens en France. Au départ, l'inscription devait se faire via une application informatique donc, qui était gérée par le CNI, donc le Centre National Informatique en Tunisie, sur la base des données, des cartes d'identité et des passeports. Le problème est que cette application n'a été ouverte à l'étranger que très très tardivement.
Voilà, début août. Et donc, il y a beaucoup de citoyens qui ont été inscrits manuellement, donc, dont les coordonnées et l'identité a été prise sur des fiches. Donc, au moment où les gens se sont inscrits, on leur a remis un reçu qui était manuel, donc qui prouvait qu'ils avaient fait la démarche de s'inscrire, mais qui ne prouve pas qu'ils figurent réellement sur la liste électorale, puisqu'il a fallu faire saisir toutes ces données sur l'application informatique au moment où elle s'est ouverte. Donc il y aura toujours un risque, le risque de voir arriver le jour du scrutin des personnes qui ont un refus d'inscription, mais qui ne sont pas sur la liste électorale pour une raison ou pour une autre. Et ça, on va y venir tout à l'heure quand on va parler des pouvoirs des membres du bureau de vote, donc, qui ont certains pouvoirs par rapport à ces questions-là. Mais la règle, ça reste bien qu'il faut être inscrit sur la liste pour pouvoir voter le jour du scrutin. Alors, la consultation des listes électorales, en principe, les listes électorales, elles doivent être affichées donc, dans les consulats au moins 30 jours avant le début du scrutin. Alors, il y a une première liste électorale, je parle pour la circonscription dans laquelle nous sommes en France 1. Il y a une première liste électorale qui est arrivée le 20 août, qui était incomplète, partielle, qui ne tenait pas compte, qui tenait compte seulement d'un très petit nombre d'inscriptions. Étant donné que la date limite pour s'inscrire a été prolongée et reprolongée. À ce jour, les listes électorales ne sont pas à jour, et en tout cas, on n'a pas reçu de nouvelles listes électorales. Et finalement, la seule liste électorale qui pourra être affichée, ce sera la liste définitive. Donc cela ne veut pas dire que les citoyens ne peuvent pas venir vérifier qu'ils sont inscrits, puisqu'ils ont tout à fait la possibilité, en contactant l'IRI, en contactant les consulats, de venir vérifier qu'ils sont bel et bien inscrits sur les listes électorales. Voilà, donc c'est une petite entorse qui est faite à la loi, mais qui est justifiée par le faible nombre d'inscriptions qu'on a recensées jusqu'à maintenant, par la période aussi qui avait été fixée pour les inscriptions, donc qui tombait pendant l'été, pendant le Ramadan, pendant les vacances. Voilà, donc l'idée c'est de permettre au plus grand nombre de pouvoir s'inscrire, et donc il y a quelques petites entorses qui sont faites. Alors bien évidemment tout ça ça découle à chaque fois d'une décision de l'ISI.